Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici et présenter quelques-uns de nos travaux. Donc, on va passer des grands nombres aux petits nombres. On va passer de la population à l'individu. En tout cas, on va essayer de le faire. Et l'idée, c'est d'essayer de faire un pas justement pour translater un peu les connaissances qu'on a de l'épidémiologie plutôt à avancer vers la clinique et commencer en rappelant des choses. Mais alors du coup, c'est bien, j'aurais pas trop besoin de m'y appesantir vu qu'on en a traité très largement la question des conduites suicidaires quand même. Cette particularité chez les adolescents, c'est que les tentatives de suicide et les conduites suicidaires apparaissent vraiment, c'est le moment de l'apparition des conduites suicidaires avec cette courbe sigmoïde qui est très connue, qui est très caractéristique, qui est très intéressante. C'est vraiment l'apparition d'un phénomène épidémiologique. Donc il y a un momentum en termes d'études qui est extrêmement intéressant. Et c'est fréquent, malheureusement. Là, on a les chiffres avant la Covid, que ce soit à l'international ou au niveau du national. En gros, les idées suicidaires, on était chez les jeunes entre 5 et 16%, c'est quand même considérable, hein, 16% à l'international d'idées suicidaires dans l'année, et tentatives de suicide, on était entre 1 et pour certains chiffres jusqu'à 10% de tentatives de suicide chez les adolescents. Donc c'est absolument considérable. Et en même temps, ça s'aggrave. Et on l'a vu. Alors je vais pas m'y appesantir non plus parce que largement on l'a vu, mais c'est quand même là, c'est les chiffres de santé publique moi qui m'effraient à chaque fois. Enfin vraiment qui sont très impressionnants. Vous regardez le nombre de passages aux urgences pour idées suicidaires chez les 0 à 17 ans, nombre de passages aux urgences pour tentatives de suicide 0-17 ans. Vous comparez les courbes. Le jaune, c'est 2020. Le bleu, c'est 2021. Le rouge, c'est 2022. Et vous voyez vos courbes, surtout chez 11-17, les courbes rouges qui sont systématiquement et très au-delà des courbes jaunes, avec des chiffres qui tendent pas à s'améliorer pour 2023, puisque vous voyez que le point noir, là, il est soit au niveau à peu près, soit au-dessus de la courbe rouge. Donc il y a vraiment quelque chose de préoccupant. Moi, le chiffre que je garde quand même en tête, c'est 2021 par rapport à 2020 et 2019-2020. C'est plus 126% de passages aux urgences pour idées suicidaires, plus 30% de passages aux urgences pour tentatives de suicide chez les 11-17 ans, et effectivement, surtout chez les jeunes filles, en réalité. Donc on a quelque chose de très grave qui est en train de se passer et pour lequel il faut trouver, enfin il faut se mobiliser de manière très large. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire en même temps ils meurent pas beaucoup. On en a parlé tout à l'heure. Donc finalement si on avait une pensée un peu cynique, on pourrait se dire ouais bon bah c'est tout, ils font des TS, laissons-les faire des TS. Hein, qu'est-ce qu'on va aller se préoccuper de ça. Eh bien il y a un argument qui est très très fort pour moi. C'est ces deux études-là, celle de Goldman-Mellor et celle de Reinhardt, qui montrent les conséquences indépendamment de tout trouble psychiatrique, les conséquences d'avoir eu des idées suicidaires ou d'avoir fait une tentative de suicide à l'adolescence. Eh bien, faire une tentative de suicide ou avoir des idées suicidaires à l'adolescence, ça péjore le risque non seulement de se suicider ou de faire une tentative de suicide à l'âge adulte, mais aussi de développer un trouble psychiatrique, un trouble non psychiatrique somatique, d'avoir besoin d'aide sociale, d'être en situation d'isolement, d'avoir une durée élevée sans emploi, d'être auteur de victime, d'être victime de violence, etc., etc. Donc autant vous dire que l'idée suicidaire ou la tentative de suicide à l'adolescence est une hypothèque sur l'avenir des jeunes. Ça péjore le pronostic durable. Ça veut dire que il y a quelque chose là qui se dégage d'une trajectoire qui prend le mauvais fil. Et c'est pour ça qu'on a besoin, c'est une fenêtre d'opportunité, une fenêtre de risque en même temps, pas de risque sans opportunité, pas d'opportunité sans risque, il y a une fenêtre à agir avec proactivité et de manière intense pour éviter qu'il y ait justement cette trajectoire qui dévie. Le problème, c'est comment est-ce qu'on comprend ça? Comment est-ce qu'on comprend cette trajectoire? Quelle est l'approche un peu développementale qu'on peut avoir des conduites suicidaires? Et cette approche développementale, pour l'instant, l'un des modèles les plus intégrés qui nous était proposé, il a été proposé par Turecki et Brent en 2016, qui montre qu'il y a différents facteurs de risque. Facteurs de risque, d'une part, disto, en fait, l'intérêt de Turecki et Brent, c'est pas tant les facteurs de risque, parce que ça, il y en a des milliers et des milliers de facteurs de risque qui ont été identifiés, c'est la séquenciation de ces différents facteurs de risque dans une forme d'imputation causale ou en tout cas d'interprétation causale. Donc plutôt des facteurs de risque d'ordre disto qui sont un peu ceux en fait qui façonnent la vulnérabilité au stress conditionnant la vulnérabilité aux conduites suicidaires. Donc ces facteurs disto, vous allez voir, on les connaît tous par cœur, hein, mais les antécédents familiaux, les facteurs périnataux, l'adversité précoce, les violences, les négligences, la perte ou les séparations parentales. Cette vulnérabilité, elle se traduit d'un point de vue phénotypique par certaines caractéristiques qu'on appelle les facteurs de risque développementaux,
l'impulsivité, le perfectionnisme, les biais cognitifs, les défauts de résolution de problèmes, qui pourraient être beaucoup plus intégrés dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les troubles de personnalité, ce qui pourrait être intégré dans le cadre des insécurités affectives ou des troubles de l'attachement. Et sur ce terrain vulnérable, modèle stress-diathèse ou stress-vulnérabilité un peu caractéristique, on a un certain nombre d'expériences de vie adverses ou de stress qui vient faire décompenser les comportements suicidaires, moyennant ou passant potentiellement par un trouble psychiatrique ou des consommations de substances, ça fait décompenser la crise suicidaire. Eh bien ça, on connaît bien, parce que c'est sur le long terme, parce que ça se prête assez bien à l'épidémiologie un peu classique par facteur de risque, parce que c'est du linéaire, parce que c'est encore une fois, c'est la probabilité de se suicider dans l'année, dans les 2 ans, dans les 3 ans. On a beaucoup moins de connaissances de ces notions d'événements précipitants, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe juste avant la tentative de suicide. Quelle est la séquence réelle qui amène à se suicider? Alors, on ne sait pas rien. On sait qu'il y a des facteurs de risque qui sont précipitants, classiquement précipitants chez les adolescents et les adolescentes. Les ruptures, les problèmes interpersonnels, les difficultés financières, les problèmes scolaires ou professionnels, les problèmes judiciaires, ça a montré une association statistiquement significative avec les conduites suicidaires, en tout cas avec le passage à l'acte, les tentatives de suicide. Mais encore une fois, ça ne nous dit pas grand-chose de comment est-ce que ça s'agence. Quelle est la séquence des événements qui fait que j'en arrive à faire une tentative de suicide? Quelle est mon histoire de vie qui fait que progressivement, il m'arrive ça, et puis je fais une tentative de suicide? Or, c'est de ça dont on a besoin en clinique au quotidien. On n'a pas tant besoin de savoir que la rupture relationnelle en elle-même vient provoquer des tentatives de suicide. Et aborder cette séquence, c'est extrêmement difficile parce que ça nécessite une forme de changement de paradigme. Alors je suis désolé, c'est un peu éculé, maintenant on parlait de changement de paradigme, on en parle à toutes les sauces, le changement de paradigme, mais il y a quand même un peu de ça. En gros, c'est de passer de l'approche par le risque, qui est très classique en suicidologie, en passer par l'approche développementale. L'approche par le risque, ça consiste, mais ça vous le connaissez très bien, ça consiste à avoir une approche réductionniste, on isole une ou plusieurs variables, on se centre sur les variables pour aller étudier de manière relativement statique l'association par des régressions linéaires avec des outcomes. Ben c'est très intéressant, ça permet de dégager de nombreux facteurs de risque, ça apporte beaucoup de connaissances, et surtout à l'échelle populationnelle, mais à l'échelle individuelle, c'est très difficile de translater les résultats et de les interpréter pour quelque chose. Et donc ce qui est intéressant, c'est de passer par une approche développementale qui essaye d'être un peu plus holistique, c'est-à-dire qui s'intéresse non seulement aux variables individuellement, mais aussi à l'intégration de ces variables, de manière dynamique, en se centrant davantage sur les individus que sur les variables, et dans des modèles qui puissent être davantage longitudinaux. C'est ambitieux. Vous allez voir que le passage à l'approche logistique nécessite une forme de sacrifice à l'exigence méthodologique, parce qu'on ne peut pas être aussi propre, probablement, que dans l'approche par le risque que l'approche développementale. Mais en tout cas, c'est un peu dans ce sens qu'on a essayé de monter une étude qui s'appelle l'étude Trajectoire d'adversité proximale chez l'adolescent suicidant, ou TAPAS. J'adorais parce que j'avais des rendez-vous TAPAS tout le temps dans mon agenda. Et donc, le but, c'est de mettre en évidence et de décrire les spécificités des trajectoires d'adversité proximale avant un passage à l'acte chez les adolescents suicidants. En gros, pour faire simple, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie des jeunes dans l'année avant la tentative de suicide. Aussi simple que ça, dans l'énonciation. En fait, dans la pratique, vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris, vous allez voir que ce n'est pas du tout encore le cas, mais l'objectif, c'est de recruter 30 cas et 30 témoins, des adolescents entre 15 et 24 ans, qui ont fait une tentative de suicide dans le mois passé, et surtout, on peut pas, et en contrôle des adolescents qui n'ont pas fait de tentative de suicide et qui n'ont pas eu d'idée suicidaire. Et à chaque fois, parce qu'on va faire du recueil rétrospectif et qu'il faut des données les plus solides possibles, on va recruter aussi un informant, c'est-à-dire une personne qui a suffisamment connu suffisamment étroitement, suffisamment intimement l'adolescent dans l'année qui vient de s'écouler. Donc 30 cas, 30 témoins, et à chaque fois, 30 informants correspondants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du recueil de données un peu extensif, lors d'entretiens qui étaient quand même assez longs, qui sont assez longs, des caractéristiques sociodémographiques, ce qu'on appelle des calendriers de vie, j'y reviendrai. On a essayé de chercher des indicateurs de vulnérabilité. Dans les indicateurs de vulnérabilité, on a choisi des indicateurs qui sont un peu intégrés. Alors, au niveau des indicateurs distaux, selon nous, ce qui était le plus fort, c'est-à-dire les antécédents familiaux de tentatives de suicide et la violence dans l'enfance. Et des indicateurs développementaux, on a été chercher les troubles de personnalité par la SKID, les modalités d'attachement par le questionnaire d'études de relations, des échelles de relations, pardon, et on a été mesurer l'impulsivité par l'échelle de Barat.
On a mesuré la psychopathologie, pareil avec la SCID, et on a fait des calendriers subjectifs, je vais vous en reparler. Alors, le plus intéressant dans cette histoire, c'est quand même l'exploration narrative. Vous allez voir qu'en fait, on se situe vraiment à l'interface du qualitatif et du quantitatif. On a été faire par des entretiens semi-structurés, vraiment au cordeau, c'est-à-dire un peu exigeants. On a été chercher l'ensemble des expériences de vie adverses que les adolescents avaient vécues dans l'année qui précède le geste, et on a été en finesse ou en précision croissante à mesure qu'on s'approchait du geste, pour respecter aussi les processus mnésiques et pour avoir aussi une précision, davantage de précision quand on est plus proche du geste. Et donc on a regardé, on échantillonnait tous les mois pendant l'année précédente, puis toutes les semaines dans le mois précédent, puis toutes les heures dans la journée précédente. Et on a exploré de manière systématique différentes sphères de vie sur la base d'un entretien, d'un entretien préstructuré avec un listing préexistant de l'ensemble des expériences de vie adverses qui existaient. Je ne raconte pas, construire ce listing, c'est vraiment amusant. On s'amuse bien de se dire qu'est-ce qui peut t'arriver de pire dans la vie, en fait. Et donc, on a été chercher toutes les sphères qui pouvaient exister. Et donc, on a des choses comme ça, en fait. On va mesurer, on va cocher, il a vécu ça à tel moment, il a vécu ça à tel moment. Ça donne des verbatims extrêmement longs, hein. C'est vraiment des entretiens qui sont très, très longs. Et le problème, c'est que comme c'est très, très long, qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de répétitions, etc., il faut tout synthétiser. Donc, on synthétise tout, un gros travail de synthèse, dans une vignette clinique, qui est une forme de carte d'identité de l'adolescent, où on synthétise aussi à partir de ce que nous dit son informant, hein, parce que l'idée, c'est de regrouper les informations. Et comme ça, on a vraiment la liste de ce que les adolescents ont vécu. Et il y a un pas qu'il faut faire, c'est que, alors ça c'est déjà très intéressant en soi, mais maintenant il faut passer du qualitatif au quantitatif. Donc comment est-ce qu'on fait pour transformer? Eh bien, on soumet ça à un panel d'experts. On assume la dimension jugement clinique parce qu'il s'agit bien de travailler l'intégration des différentes variables. Et aujourd'hui, mieux qu'une intelligence artificielle, l'intégration, ça se fait d'abord par le jugement clinique. Et donc, après, il y a des dictionnaires qui nous permettent d'évaluer, ou en tout cas d'avoir une espèce de cotation assez précise, assez standardisée d'une variable qui s'appelle le fardeau d'adversité. C'est-à-dire, en gros, la somme des expériences de vie adverses qui ont été vécues en contexte, en prenant en compte la personne, en prenant en compte les réitérations, etc. Tout ça est très inspiré, évidemment, des travaux qu'ont conduit nos collègues québécois, et en particulier Monique Seguin, qui a fait ses travaux autour des trajectoires de fardeau d'adversité dans la vie entière. Et là, c'est une espèce dans le cadre des autopsies psychologiques, c'est une espèce de micro-autopsie psychologique sur une année. Et donc, une autre chose qu'on a fait de manière assez simple, alors je sais que c'est très entaché par le biais de remémoration, mais quand même c'est assez instructif, vous allez voir que c'est assez instructif. On leur a demandé de coter leur degré de douleur morale ou de douleur psychologique entre 0 et 10 et d'idées suicidaires, d'intensité des idées suicidaires entre 0 et 10, avec le même échantillonnage que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Les résultats, vous allez voir, on a des petits échantillons. Pourquoi on a des tout petits échantillons pour l'instant? Parce que l'étude est difficile à conduire, parce que recruter des jeunes comme ça, c'est pas évident, parce que les entretiens sont importants, parce qu'avoir un informant, c'est compliqué. Donc pour l'instant, on est à 11 personnes dans le cas témoin et 18 dans le groupe K. C'est pas si mal, mais en tout cas, vous allez voir que déjà, les résultats sont, en tout cas pour moi, très instructifs ou très intéressants en eux-mêmes. Alors, première chose, la comparaison sociodémographique. Là, vous allez voir, il y a... Bon, après, encore une fois, on a zéro puissance, hein, mais il y a très peu de différence entre le groupe K et le groupe témoin au niveau sociodémographique. C'est pas ce qui est le plus intéressant. De la même manière, au niveau des indicateurs de vulnérabilité, on n'a pas mis en évidence de différences significatives entre les deux groupes. Vous voyez qu'il y a des choses qui pourraient apparaître si on avait davantage de puissance, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse montrer. Déjà, quand même, au niveau des indicateurs développementaux de vulnérabilité, on voit clairement que ceux qui sont dans le groupe K, c'est-à-dire les adolescents suicidants, sont davantage impulsifs et ont davantage des modalités d'attachement de type anxieux. Et au niveau de l'expression psychopathologique, on a plus de troubles thymiques et en particulier d'épisodes dépressifs caractérisés dans le groupe des adolescents qui ont fait une tentative de suicide, et de la même manière, plus de troubles anxieux dans le groupe qui ont fait une tentative. Il n'y a plus de batterie. Ah, c'est bon. Dans le groupe qui a fait une tentative de suicide. Bon. Ça nous apprend pas grand-chose. Hein. Comparer des suicidants à des non-suicidants, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ça, c'est plus intéressant. On a moyenné
l'évolution longitudinale du fardeau d'adversité tel qu'on l'avait mesuré. Donc rappel, le fardeau d'adversité est une mesure de la charge qui pèse sur les épaules en termes d'adversité sur les adolescents avant la tentative de suicide. Et alors là, le pattern, même si on a très peu de gens, le pattern, il est très, très similaire entre les différents jeunes. On a systématiquement une augmentation progressive, un peu logarithmique comme ça, du fardeau d'adversité dans l'année qui précède la tentative de suicide, et une stabilisation, mais vraiment régulière, du fardeau d'adversité dans le mois et dans le jour qui précède la tentative de suicide. Donc pas grand-chose, en réalité, en termes de charge supplémentaire qui pèse sur l'épaule des adolescents avant la tentative de suicide. Le fardeau d'adversité est quasi constant et relativement faible, mais non nul, chez les adolescents du groupe témoin. Quand on regarde ensuite le type d'expérience de vie adverse qu'ils vivent, c'est-à-dire en gros en termes de probabilité de fréquence de survenue, vous voyez surtout apparaître tout ce qui est en bleu là, ici. Donc en bleu, c'est tout ce qui est de l'ordre de la vie relationnelle et de la vie sociale, et tout ce qui est en rouge, c'est-à-dire de l'ordre de la vie affective et de la sexualité. Donc on voit cette dimension de socialité dont on parlait tout à l'heure, qui est extrêmement importante chez les adolescents, et qui est vraiment très prégnante dans ce qui pèse sur les épaules des adolescents. Et la grande question, parce que ça va revenir, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'heure qui précède, ou en tout cas dans les 6 heures qui précèdent. Eh bien, on a avant tout des relations extra-conjugales. Alors, extra-conjugales à cet âge, et en tout cas, quand même, il m'a trompé ou elle m'a trompé. J'ai pas assez de contact avec lui ou elle, ma relation sentimentale, et il y a une rupture sentimentale, et de la même manière, il peut y avoir une sensation d'isolement ou de rupture par rapport à la famille ou par rapport aux proches. C'est vraiment ça. Donc on revient au modèle de Joyner sur la question du lien social et la rupture du lien social, qui vient faire un peu cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, et on est vraiment dans cette dimension du modèle de la crise tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est largement développé, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors pourquoi ? Oui, ça c'est aussi un point hyper important, la question des idées suicidaires et de la douleur psychologique. Vous vous rappelez, le fardeau d'adversité reste relativement le même tout le temps, les expériences de vie adverses sont pas forcément beaucoup plus probables, pourtant, les idées suicidaires s'envolent progressivement avec vraiment un pic dans les toutes dernières heures qui apparaissent, alors même qu'il n'y a pas forcément de nouvelles expériences de vie adverses qui apparaissent. Et de la même manière, la douleur morale augmente de manière progressive et quasiment continue jusqu'à un maximum juste avant la tentative de suicide. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats ? Alors, c'est pas du tout évident. Moi, ce que je vous propose, c'est une interprétation à l'aune des théories des systèmes développementaux. Donc un petit récap, fardeau d'adversité, augmentation du fardeau d'adversité avec un effet plafond dans le mois qui précède, un vécu subjectif avec une augmentation lente et progressive, mais une accélération soudaine au dernier moment de la douleur morale et de l'intensité des idées suicidaires, et surtout des ruptures sentimentales, conflits, isolement et des violences psychologiques. L'hypothèse, c'est que le fardeau d'adversité, il ne peut pas ne pas prendre en compte le fait que, évidemment, on est en interaction constante avec son environnement. Et les expériences de vie adverses que l'on vit ne peuvent pas être sans lien avec la manière qu'on a d'agir. Ça ne veut pas dire que les adolescents sont responsables de l'adversité qu'ils rencontrent, mais nécessairement, l'exemple que je prends régulièrement, c'est mes parents se disputent, je vais pas bien, je suis triste, je suis plus irritable, je vais me bourrer la gueule, je vais me mettre une mine une soirée, du coup le lendemain je peux pas aller en cours, du coup je me fais engueuler davantage par mes parents, du coup je peux pas retourner en cours, du coup je me fais engueuler à l'école, et vous voyez comme il y a un effet d'entraînement qui peut se passer. Et donc, on sort de cette logique linéaire dans une logique qui est interactionniste, où le stress vient peser sur la vulnérabilité, mais le degré de vulnérabilité vient aussi modifier la fréquence de survenue des expériences de vie adverses. Et donc, c'est ça ça devient intéressant quand on passe dans un modèle complexe comme celui-ci, en réalité, c'est que on va voir apparaître un changement d'état, une transition d'état. Le fardeau d'adversité rend compte de cette interaction entre l'individu et l'environnement, et que quand on arrive à cet état de stabilité, c'est comme si on arrivait ici dans ce qu'on appelle un état qu'on pourrait appeler un état métastable, c'est-à-dire on change de son état de stabilité habituel et on arrive dans un état de précarité où on est vraiment, et on les sent comme ça, genre à fleur de peau, le moindre truc pourrait faire décompenser et en même temps ils sont pas comme d'habitude. Donc c'est comme s'ils étaient dans cet état métastable. Et dans cet état métastable, en fait, leur douleur morale augmente, continue à augmenter. Une des hypothèses, c'est par exemple l'hypothèse de l'impuissance acquise. Tout simplement, il y a des stimuli en fait, qui sont malgré moi, qui continuent à s'enchaîner, j'arrive pas à les enrayer parce que je suis plus impulsif, parce que je suis plus intolérant à la frustration,
Et en même temps, il y a plein de difficultés que je rencontre. Donc, j'arrive pas à y échapper. Et du coup, j'internalise progressivement le découplage entre mes comportements et les conséquences supposées. J'arrête pas d'essayer de faire des trucs pour que ça aille mieux et ça va toujours pire. Et du coup, la douleur morale peut continuer à augmenter. Davantage d'impuissance, de désespoir et de découragement qui pourraient expliquer l'augmentation progressive de ces idées suicidaires alors que le fardeau d'adversité n'augmente pas forcément. Voilà quelques pistes, donc ça mérite vraiment d'être approfondi, évidemment de continuer à inclure, c'est notre gros défi aujourd'hui. On va aussi essayer de doubler, je rends hommage à Michel Spodenkevich avec qui on va essayer de travailler sur la dimension un peu qualitative de ces explorations. Ça s'y prête pas très bien parce que les entretiens sont pas conduits comme du quali, mais on va quand même essayer de débusquer des choses. Il y aura quand même à la fin des problèmes avec cette analyse et il faudra pouvoir le reconnaître. Il n'y a pas de contrôle adulte, donc on voit ce qui se passe chez les ados, mais on ne sait pas exactement si c'est différent de chez les adultes. Malheureusement, on n'évalue pas les stratégies de coping. Ça pourrait être intéressant de voir justement est-ce qu'il y a ces stratégies de coping mal adaptées ou inadaptatives qui se mettent en œuvre progressivement. Bien sûr, la question du recueil rétrospectif, mais ça c'est la question un peu cœur de tout ce qui est les stratégies d'autopsie psychologique, dont on peut parler si vous souhaitez, et un échantillon qui reste petit malgré tout. Ça c'est vrai qu'on est à cheval entre le quali et le quanti, donc c'est ça qui n'est pas évident. Je vous remercie de votre attention.